Le cimetière du Père-Lachaise, ce sont près de 70 000 sépultures, plus de 3,5 millions de visiteurs par an et la moitié de sa surface classée au titre des monuments historiques depuis 1962. C'est aussi un véritable musée à ciel ouvert. Des œuvres de Garnier, Visconti, Bartholomé, des chapelles monumentales, des bas-reliefs funéraires d'une richesse exceptionnelle. 4000 arbres, 40 espèces d'oiseaux, un écosystème vivant au cœur de Paris. Le Père-Lachaise n'est pas seulement un cimetière, c'est une ville dans la ville, une mémoire stratifiée. Et pour comprendre ce lieu, il faut commencer avant les tombes. Le site du Père-Lachaise se situe sur la colline de Charonne, un relief marqué, exploité dès le Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, le terrain appartient à l'archevêque de Paris. On y cultive la vigne, les céréales, les légumes. C'est une terre agricole, productive, tournée vers Paris. Au XVe siècle, le domaine est vendu à Regnault de Vendôme, riche marchand qui y fait bâtir une demeure de plaisance. La propriété change plusieurs fois de main avant d'être acquise en 1626 par Marie L'Huillier pour le compte des jésuites parisiens. Les jésuites rebaptisent le domaine Mont-Louis. Ils y construisent une maison de repos et de convalescence. En 1675, le domaine est mis à disposition du confesseur de Louis XIV, François d'Aix de la Chaise. Il y séjourne jusqu'à sa mort en 1709. Même après le départ des Jésuites, expulsés de France en 1762, le nom du Père de la Chaise reste attaché au lieu. Début 19e, la ville de Paris achète le domaine. Objectif, créer le cimetière de l'Est parisien. Il ouvre officiellement le 21 mai 1804. Le cimetière du Père-Lachaise est né. Le projet d'aménagement est confié à Alexandre Théodore Brongniart, architecte néoclassique, également auteur de la Bourse de Paris. Brongniart rompt avec le modèle du cimetière plat et aligné. Il conçoit un immense jardin à l'anglaise, aux allées accidentées, épousant le relief naturel. Le cimetière est pensé comme un espace de recueillement, mais aussi un lieu de promenade. 3 types d'inhumations sont prévus: les fosses communes, les concessions temporaires, les monuments funéraires prestigieux. La première inhumation a lieu en juin 1804. Une enfant de 5 ans, Adélaïde Paillard de Villeneuve. On dit que des fleurs sont régulièrement déposées sur l'emplacement de sa sépulture, qui pourtant n'existe plus. La concession était temporaire. Les mois passent, les années, et le cimetière reste vide ou presque. En 1804, on compte 13 tombes. En 1812, 833. Trop éloigné du centre, trop escarpé, trop nouveau. Le Père-Lachaise peine à s'imposer. Pour lui donner du prestige, la ville de Paris adopte une stratégie audacieuse. En 1817, on transfère dans la division 25 les restes de La Fontaine et de Molière, réunis dans un même enclos. La même année, on y installe les dépouilles d'Héloïse et Abélard, division 7. L'opération est largement relayée par la presse et le succès est immédiat. En 1830, le cimetière compte 33 000 tombes. Le Père-Lachaise change de visage. Du jardin romantique vertical, on passe progressivement à une véritable ville des morts. Les rues se structurent en damier. Les chapelles funéraires se standardisent. Le cimetière s'agrandit à plusieurs reprises. Fin 19e, le Père-Lachaise se dote du premier crématorium de France, quelques années après l'autorisation de la crémation. L'ensemble comprend une chapelle de style néo-byzantin et un columbarium composé de 4 ailes pour stocker les urnes contenant les cendres. Dans les années 1920,
Le dôme est orné de vitraux. En 1986, le jardin du souvenir est aménagé, division 77, permettant la dispersion des cendres sur une pelouse dédiée. De nombreuses personnalités reposent au Père-Lachaise. Nous sommes ici devant la tombe du général Foy, baron puis comte du Premier Empire napoléonien. Sa tombe est composée d'un édicule, un petit édifice, abritant la statue du général, debout et drapé à l'antique. Des bas-reliefs retracent sa carrière militaire et politique, notamment en Espagne ou à la tribune de l'Assemblée. Cheminant dans ce dédale, je rencontre d'autres personnalités. Certaines tapent à l'œil. Le consul Félix de Beaujour, avec une cheminée phare de 21 mètres de haut. Homme politique, de lettres, il traverse la Révolution française, l'Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet jusqu'à sa mort en 1836. Je croise des chapelles bien particulières, comme celle de la famille Racine. Jean-Joseph, directeur de division de l'administration des douanes, et son épouse, Marie-Gabrielle Leroux, y reposent. Parcourir le Père-Lachaise, c'est retrouver aussi de grands peintres, Jacques-Louis David. Dans cette tombe, il n'y a que son cœur déposé le 26 mai 1826. Le tombeau d'Eugène Delacroix, œuvre de Denis d'Arcy, d'après le tombeau de Scipion, en pierre de lave de Volvic. C'est également rencontré de grands écrivains-écrivaines. Honoré de Balzac, décédé en 1844. Le buste a été sculpté par David d'Angers. Bien sûr, Oscar Wilde. L'habitude avait été prise de déposer un baiser sur la sépulture. Les rouges à lèvres ont rendu la tombe plus poreuse et ont nécessité un profond ravalement. Une barrière de verre a été mise en place fin 2011 pour préserver le monument. Ici repose Colette depuis 1954, sous une dalle de granit rose. Marcel Proust, un monument sobre, même s'il ne s'agit pas de l'original qui a été vandalisé. Des musiciens également. Chopin, inhumé le 30 octobre 1849. La tombe a été érigée grâce à une collecte de fonds auprès d'admirateurs du compositeur en 1850, avec une sculpture en marbre blanc représentant une muse endeuillée tenant une lyre brisée. La tombe la plus visitée, Jim Morrison. La tombe d'Allan Kardec, père du spiritisme. Il repose avec sa femme Amélie Boudet. Un tombeau monumental, celui d'Elisabeth Alexandrovna Stroganov, comtesse d'Emidov. Ce nom ne vous dit peut-être rien. De nombreuses légendes entourent cet aristocrate russe ayant vécu à Paris et décédé en 1818. Le visiteur qui réussirait à passer un an dans le tombeau hériterait de la fortune familiale. Le conservateur du Père-Lachaise a reçu des milliers de lettres pour en savoir plus. Accepter la mission implique toutefois de cohabiter avec une trentaine de personnes. Le cimetière du Père-Lachaise est également un lieu d'histoire. En mai 1871, il devient un champ de bataille. Lors de la Commune de Paris, les fédérés y installent leur artillerie. Encerclés par les Versaillais et les Prussiens, 147 communards sont fusillés contre ce mur, qui prendra le nom du mur des fédérés. De nombreux monuments commémoratifs sont également visibles. Le Père-Lachaise porte la mémoire des conflits. La Première Guerre mondiale, un mur extérieur de 280 mètres de long, avec les noms des 94 415 Parisiens morts et 8 000 disparus gravés. Un lieu particulier ce mur, entre le monde des vivants et des morts. La Seconde Guerre mondiale. Des mémoriaux rappellent également la Shoah.
le génocide de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine, celui des Tutsis au Rwanda. Nous voici arrivés au terme de notre découverte. Le Père-Lachaise n'est pas un lieu figé. C'est un paysage en mouvement, une mémoire active. On y vient pour se souvenir, pour comprendre, parfois simplement pour marcher. Ici, Paris dialogue avec ses morts. Et dans ce dialogue, c'est notre rapport au temps, à l'histoire et à la fragilité humaine qui se révèle. Prochain épisode, le secret du tableau volé du Louvre.